La projection en thérapie. Voici la dernière vidéo de notre série consacrée au phénomène de la projection en psychologie. Dans les deux premières vidéos, nous avons commencé par proposer une définition de base de la projection et puis nous avons donné de nombreux exemples dans la vie quotidienne et dans les relations amoureuses. Vous avez donc compris en visionnant ces deux premières vidéos que la projection est un phénomène absolument inhérent à la psychologie humaine et donc on le retrouve tous les jours dans énormément de situations. Si vous n'avez pas regardé ces vidéos, je vous invite à commencer donc par elles dans un premier temps. Nous allons voir aujourd'hui que la projection s'invite aussi en thérapie et nous aurons ainsi fait un bon tour déjà de ce concept important. Pas de thérapie efficace sans projection. Le transfert et le contre-transfert. La notion de transfert et de contre-transfert, c'est une notion qui a été théorisée par Sigmund Freud. Elles sont centrales en psychanalyse et en psychologie analytique. Elles concernent en réalité toutes les formes de thérapie, c'est-à-dire tous les contextes dans lesquels il y a une personne qui vient chercher de l'aide auprès d'un professionnel pour marcher vers son bien-être. Le transfert désigne la manière dont le thérapeute ou l'analyste, puisqu'en psychologie analytique on appelle ça un analyste, est perçu par la personne qu'il consulte. Le contre-transfert, à l'inverse, désigne la façon dont l'analyste va recevoir l'histoire de la personne qui l'accompagne et entrer en résonance avec elle. Je ne développerai ces deux notions dans une vidéo courant 2025, je sais plus la liste, mais voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que sinon ça va être trop. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que la qualité du transfert, c'est-à-dire ce que la personne ressent vis-à-vis de son analyse, c'est-à-dire ce qu'elle pense de lui, comment elle le considère, est-ce qu'elle l'aime bien, etc., est nécessaire à la réussite de l'analyse ou de la thérapie. En effet, si j'ai un bon feeling vis-à-vis de mon thérapeute, je me sentirai à l'aise et je serai prêt à me confier. Si au contraire, la tête de mon analyste ne me revient pas, ou si son style me met mal à l'aise, ça va être compliqué. Je vais pas avoir envie de lui raconter ma vie. Mais alors, pourquoi certains vont aimer travailler avec ce psy-là, tandis que d'autres ne vont pas du tout l'apprécier? Est-ce que c'est la personne qui change en fonction de qui elle a affaire? Ou bien est-ce que ce sont les personnes qui la consultent qui perçoivent d'elle des choses différentes en fonction de leur propre sensibilité? La bonne réponse est la deuxième. Et ce qui est en jeu ici et qui détermine justement si le transfert est propice ou non, si le courant passe entre l'analyste et l'analysant, et donc si l'analysant choisira de travailler avec cet analyste ou pas, c'est encore la projection. La projection, c'est donc un paramètre central en thérapie et en analyse, puisqu'elle préside au choix du thérapeute ou au choix de l'analyste par l'analysant. Ce qu'on projette sur son thérapeute. Quand on cherche à être accompagné par un thérapeute, quel qu'il soit, et particulièrement lorsqu'on souhaite s'engager en psychanalyse, en fait, on cherche un interlocuteur capable de nous écouter et de nous aider à exprimer ce qui n'a pas encore été dit pour trouver des résolutions à nos problématiques. C'est bien tout le principe de la psychanalyse, l'analyse de la psyché, littéralement. En analyse, on raconte ce qu'on vit, on raconte les idées qui nous traversent, on raconte les émotions qui nous submergent, on raconte la manière dont on a géré les événements rencontrés. La libération de la parole est donc importante. Il faut bien sentir qu'on peut parler de tout sans tabou. C'est pourquoi le transfert est la condition de l'analyse, c'est la condition de la confiance. Cependant, lorsqu'on va en analyse, on ne cherche pas que à parler, c'est-à-dire à raconter ce que l'on sait déjà, on cherche à voir plus loin, on cherche à aller toucher d'autres vérités, on cherche à comprendre des choses que nous ne comprenons pas, on cherche à faire la paix avec un passé qui ne passe pas, on cherche à découvrir des choses qu'on ne connaît pas, et donc on cherche à gagner une autre vision des choses, plus harmonieuse, de nouvelles façons de réfléchir, plus appropriées, des désirs auxquels on n'avait pas accès, un regard plus apaisé sur notre histoire, une meilleure expression des valeurs profondes qui sont les nôtres, etc., etc. Autrement dit, dans la figure du psy, du thérapeute, de l'analyste, on cherche un interlocuteur qui nous permette d'accompagner ce mouvement de réconciliation intérieure, d'élargissement de soi et de maturité. On projette donc sur l'analyse une altérité et une neutralité qui sont en nous-mêmes. Mais c'est difficile parfois d'atteindre ce dialogue-là intérieurement, on a besoin de l'autre pour être en dialogue. En effet, l'analyste ne va pas vous dire quoi faire et comment vous devez penser. Il va vous accompagner pour aller chercher en vous les réponses qui s'y trouvent, puisque les bonnes réponses sont toujours les vôtres. L'analyse, c'est donc un moyen, un intermédiaire, un support de projection qui va vous permettre d'effectuer ce dialogue avec vous-même, autrement dit, avec une partie de vous
une partie du soi qui est plus facilement accessible lorsqu'elle est projetée sur l'autre dans le cadre de la discussion, dans le cadre des consultations. Si ça vous est encore un peu obscur, je vais vous donner quelques exemples maintenant pour illustrer ce principe. Voici des exemples de projection en thérapie. Premier exemple, je vous vois venir. Alors j'ai un analysant qui régulièrement me dit « Alors vous, je vous vois venir, vous allez me répondre ceci et cela. » Et alors il m'explique ce que je suis sur le point de lui rétorquer, de lui répondre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est extrêmement rare que ça soit le cas. La plupart du temps, j'écoute attentivement quand il me dit ça et puis je me dis non, c'est pas vraiment, voire des fois même pas du tout, ce que j'aurais répondu. Mais lui, dans le fond, il en a un peu rien à faire finalement de ce que moi j'aurais vraiment répondu. Ça ne l'intéresse pas de savoir ce que j'en pense, que j'aurais répondu. En fait, en procédant ainsi, en se disant « elle aurait répondu ça », il s'approprie l'analyse, qui finit donc par imprégner sa manière de réfléchir et qui lui permet, de manière autonome et totalement sans moi, on va dire, de mettre en perspective ses propres raisonnements. Et c'est parfait. Ce que je représente pour lui, dans sa psyché, c'est donc un interlocuteur porté sur la contradiction. Il projette sur moi son contradicteur intérieur, son propre esprit de contradiction, et c'est ce dialogue intérieur sur le mode Léa Le Gall m'aurait dit ci ou m'aurait dit ça, qui lui permet de progresser, de tempérer sa manière de percevoir les choses et de tempérer son impulsivité. Donc en quelque sorte, il a intégré l'analyste en lui. C'est parfait. Deuxième exemple, j'ai pensé à vous. Alors ça, c'est un truc qui revient assez souvent. J'ai vécu ceci ou j'ai eu cette idée et alors j'ai pensé à vous. Même moi, franchement, je le sors à mon analyse très souvent. Tiens, j'ai pensé à toi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pratique beaucoup, le j'ai pensé à vous. Donc alors, à moi, intéressant, pourquoi? En fait, ici, l'analysant n'a pas pensé à moi, à proprement parler, puisque, à part dans le cadre de nos séances, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas vraiment. En fait, à travers moi, il se connaît mieux lui-même, petit à petit, à chaque séance. Et donc, en fait, il a pensé qu'il me raconterait ce qu'il a vécu au moment où il l'a vécu, et c'est normal. La discussion qui se déroule en analyse se développe de séance en séance au fil des semaines. Je finis par faire partie des meubles en quelque sorte. C'est donc pas à moi en particulier qu'il a pensé, c'est au moment où il aborderait ce sujet. C'est à la manière dont il traiterait cette information à l'occasion d'une séance d'analyse. Avec moi, certes, mais surtout avec cette altérité en lui qu'il me donne d'incarner. Et donc j'incarne quelque part une forme de neutralité. Troisième exemple, le cas de la projection de l'idéal. Donc il y en a aussi qui, en début d'analyse, projettent sur l'analyste leur idéal. En fait, c'est comme si l'analyste n'avait pas de zone d'ombre, pas de défaut. Et c'est oublier que pour être analyste, il faut soi-même avoir fait une longue analyse et y être encore. Avant d'être analyste, l'analyste lui-même est quelqu'un qui a fait un long cheminement et le point de départ de ce cheminement n'est jamais d'ordre intellectuel. En tout cas, en psychanalyse, on n'entre pas en analyse parce que c'est enrichissant ou parce qu'on a des ambitions professionnelles. On entre en analyse parce qu'on en a vraiment besoin. Et puis un jour, parfois, au bout de plusieurs longues années, il arrive que ça nous ait tellement aidé qu'on passe de l'autre côté. Ainsi, quand il y a une projection d'idéal, c'est un indice précieux pour l'analyste, puisque ça va l'informer du rapport que l'analysant entretient avec l'idéal. Et puis, du coup, on va pouvoir aller travailler dessus. Le contre-transfert ici, c'est-à-dire la résonance que reçoit le psychanalyste face au récit de la personne, va lui permettre de ressentir les endroits sur lesquels il va être intéressant de faire la lumière, les endroits où peuvent se trouver certains blocages, dont en l'occurrence un idéal qui serait beaucoup trop puissant et écrasant. Autre exemple, la projection de l'ombre. De la même manière que donc pour la projection de l'idéal, il peut arriver qu'un analysant projette des intentions mauvaises sur l'analyste. Il s'agit alors de l'expression de crainte et d'insécurité qui viennent de loin et qui proviennent de son histoire. C'est un cap à passer. Et si l'analysant parvient à renoncer à ces projections-là, il fera un très grand pas en avant. Il comprendra que c'est son histoire qui lui a créé des craintes et que ces systèmes de pensée erronés qu'il projette sur l'analyste, ce sont en fait des schémas qu'il a déjà observés à maintes reprises dans sa vie, dans son rapport aux autres, et donc ce sont des schémas qui polluent son relationnel en le rendant compliqué. Il réalisera alors que de la même manière qu'il s'est trompé sur les intentions de l'analyste, il peut se tromper également sur le jugement qu'il porte aux autres personnes qu'il côtoie, et donc il peut commencer à changer son rapport à l'autre, en travaillant justement sur cette attitude réactionnelle. C'est important car sinon il risque d'être souvent déçu et d'avoir énormément de mal d'être dans un rapport à l'autre qui serait apaisé.
Il va falloir alors aller réparer les blessures qui ont forgé ces insécurités pour permettre justement au retrait des projections. L'analyste, dans ces cas-là, doit faire preuve de patience et ne rien prendre personnellement, tout en rappelant le cadre de manière bienveillante, bien sûr. Il ne doit pas tolérer de méchanceté ou d'agressivité ou de violence, ça il va sans dire. Mais cependant, il doit faire preuve de patience. Ce qui s'est passé, c'est donc que la proximité qui s'installe au fil des séances, entre l'analysant qui se raconte et l'analyste qui l'accompagne, aura permis de rejouer des craintes et ce faisant, à les aborder. Donc c'est un très bon point de départ quand ce cap arrive à passer pour pouvoir vraiment s'en libérer aussi. Autre exemple, qu'est-ce qui me dit que ça n'est pas votre idée? Alors pour terminer donc cette série d'exemples, il y a effectivement cette interrogation-là qui peut se faufiler chez tout un chacun à un moment donné de l'analyse. Et si finalement ce n'était pas mon idée? Et si c'était l'idée de mon analyste? Alors ça c'est normal parce que lorsqu'on avance bien, en fait on va changer notre façon d'aborder pas mal de choses. On va troquer un système de pensée un peu trop étroit pour nous pour un système de pensée plus adapté à la personne qu'on devient. Forcément, il y a des réglages à faire. Et certains réglages ne sont pas simples à faire dans notre façon de vivre. Face à la difficulté, justement, pour effectuer ces réglages à l'extérieur et dans notre psyché, on peut donc avoir le raisonnement suivant qui arrive. Si j'avais pas fait une psychanalyse, peut-être que j'aurais été pas prêt à prendre cette décision-là que je m'apprête à prendre, en fait. J'aurais peut-être pas découvert qu'en moi, il y avait ce besoin, cette ressource, ce désir. Ok, mais la tâche, elle s'annonce difficile. Et face à la difficulté, je me sens un petit peu démunie. Et si, en fait, j'en avais vraiment envie? Et si finalement, c'était pas mon analyste qui m'avait induit cette idée, qui m'avait conduit à arriver à aboutir à cette conclusion? Alors, le doute est sain. Moi, je suis vraiment très très portée sur la philosophie et je pense que le doute, c'est vraiment un signe de santé mentale très important. Et comme le doute, l'hésitation est tout à fait quelque chose de normal et c'est aussi très sain d'hésiter. Cet enchaînement d'idées que je viens d'exprimer ainsi, en fait, il est extrêmement logique. Alors moi, quand on me sort ce genre d'inquiétude, j'ai l'arme fatale pour contre-attaquer. J'ai l'analyse des rêves. Et oui, car comme je travaille beaucoup avec les rêves en tant qu'analyste jungienne, il va suffire qu'on aille voir un petit peu ce que disent les rêves. Alors moi, les personnes me partagent leurs rêves dès qu'ils en ont, hein, donc on va dire quasiment à chaque séance, on a des rêves. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes. Et en tout cas, quand on en a un, on l'aborde. Donc ça permet comme ça de suivre un peu ce qui se passe du côté des rêves. Le message d'un rêve, c'est un message qui provient de l'inconscient du rêveur. Et les rêves traitent de la problématique du moment, de tout ce qu'il a à rencontrer en ce moment. Ainsi, il va suffire d'aller voir ce que disent les rêves du moment et de noter ce qui arrive au moment où l'interrogation de la personne survient pour vérifier ce que l'âme en pense et vers quelle direction, comme ça, l'énergie de la vie semble indiquer qu'il faudrait aller. Ainsi, l'analysant verra par lui-même si ses rêves soutiennent ce qu'il entreprend ou s'il y a quelque chose à tempérer peut-être. Il aura de toute façon compris que rien n'est figé dans l'âme, que tout est en mouvement tout le temps et que la vie est une affaire de réglage de chaque jour et à chaque étape de notre évolution, il faut tout reparamétrer de manière sensible. L'analysant engagé en analyse jungienne sera devenu plus souple et sensible aux variations de sa petite musique intérieure et au récit de ses rêves. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette dernière vidéo sur le sujet de la projection. Si vous aussi vous voulez vous former à l'analyse jungienne des rêves, je vous propose d'accéder déjà à un cours gratuit que vous trouverez dans le lien dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.